Bonjour à tous. Déjà, on est ravis avec Alexis de présenter ce sujet de la plateformisation de l'IAM qui nous tient vraiment à cœur. Moi, c'est Benjamin. J'ai plus de 15 ans d'expérience dans l'Identity and Access Management. J'ai intégré de nombreuses solutions sur le marché. Je me suis confronté à toutes les problématiques que vous connaissez tous, d'intégration, de mise en communication de certaines plateformes avec d'autres plateformes, de solutions avec d'autres solutions. Et aujourd'hui, je suis product manager du coup chez Memority, où j'apporte mon expérience par rapport à toute cette vie passée. Et du coup, bonjour à tous. Donc moi, je suis Alexis. Moi, je suis directeur du développement chez Memority. Alors moi, j'ai pas mis les mains dans les technos, mais j'ai eu la partie cool. J'en ai vendu pas mal de projets à des clients. Et la partie un peu moins cool, j'ai piloté le delivery des projets d'IAM. Et c'est là où souvent la complexité démarre. Un tout petit mot sur Memority, parce qu'on nous a dit de ne pas faire de bullshit. Du coup, juste 3 messages globalement. Et vous allez voir pourquoi on a aussi choisi ce thème. Déjà, Memority, c'est une plateforme d'IAM. Donc forcément, le thème plateforme, il résonne particulièrement chez nous. En tout cas, nous, c'est une conviction qu'on a. On est un des rares éditeurs encore IAM français. Et on a la chance de travailler avec des ETI et des très grands groupes. De grosso modo 1500 à plus d'1 million d'identités qui sont gérées par Memority sur ces différents périmètres. Voilà, c'était le seul slide marketing. Maintenant, on va rentrer dans le sujet. Pourquoi finalement on parle de plateforme? Est-ce que c'est un thème vraiment d'actualité dans l'IAM? On le voit dans d'autres secteurs. Si on prend les transports, aujourd'hui, on peut commander un billet d'avion, un billet de train, location de voiture. Cette notion un peu plus de bout en bout, elle est réelle. Dans les plateformes bancaires, on retrouve un peu la même chose. Il y a 10-12 ans, il fallait avoir un compte dans l'assurance, un compte dans la banque, un compte pour la carte, etc. Aujourd'hui, on est dans des expériences unifiées. Donc on a une tendance de fond qu'on voit dans de nombreux domaines d'avoir une approche type plateforme. On verra après ce que ça veut dire une plateforme, c'est un bien grand mot. Mais d'avoir quelque chose d'un peu plus bout en bout, un peu plus unifié, un peu plus industriel, un peu plus transverse, avec au cœur de tout ça une expérience utilisateur qui se veut finalement enrichie. La question qu'on se pose, c'est est-ce que ça s'applique? On s'est posé la question déjà il y a quelques années, est-ce que ça s'applique à la cybersécurité? Alors, il y en a qui ont essayé de faire des plateformes très transverses en cybersécurité. Bon, ça a fait pchit assez vite. Par contre, que ça s'appliquerait à ce sous-ensemble qu'est l'IAM? Et c'est un peu là-dessus que nous, on va essayer de vous présenter nos convictions. Alors, ça n'engage que nous. Vous avez le droit de ne pas être d'accord. C'est à débattre. On pense que nous, il y a des vrais bénéfices, il y a une vraie approche. Et on va aussi vous définir justement ce qu'on mettrait dans cette plateforme IAM. Avant de parler de la plateforme IAM, il ne faut pas oublier à quoi on veut répondre. Quels sont les enjeux associés? Ce n'est pas parce qu'on va parler d'une approche différente en mode plateforme que dans une approche un peu best of breed qu'il faut s'éloigner de la proposition de valeur. Et la proposition de valeur de l'IAM, elle est assez importante. Et moi, j'aurais bien aimé que dans la keynote d'ouverture, on rappelle ces sujets-là. Parce que finalement, on le voit beaucoup sous l'enjeu de cybersécurité, la sécu, l'IAM, c'est aux assises, etc., etc. Pour autant, c'est pas qu'un sujet de sécu. Et c'est de moins en moins un sujet de sécu et de plus en plus un sujet métier, un sujet d'expérience utilisateur. L'IAM, je pense que vous avez tous entendu parler des identités non humaines, vaste mot dans lequel on essaie de tout mettre qui ne nous arrange pas trop. C'est vrai que dès qu'on va parler de ces identités non humaines, on va parler au métier. On va aller voir des gens dans des usines. On va aller travailler sur des problématiques business, création de valeur, directement dans le PNL des entreprises. Donc cette notion d'expérience utilisateur, métier, pour moi aujourd'hui, elle prend le devant quasiment sur l'enjeu de cybersécurité qui est devenu un peu la commodité de l'IAM. Oui, l'IAM, ça sert évidemment les enjeux de sécurité et c'est extrêmement important. Pour autant, les deux autres sont importants. Le dernier élément, et pas des moindres, ça ne vous a pas échappé, le contexte macroéconomique, il n'est pas dingo en ce moment. On a l'obligation de travailler sur des enjeux IAM qui sont en train de se décupler sur les typologies d'identité et autres, dans un contexte économique où globalement tous nos clients nous disent bah, « de toute façon, j'ai plus de sous, je dois dépenser moins, je dois opérer avec moins de gens ». Donc d'avoir cette côté rationalisation en tête d'un point de vue architecture, certes, mais aussi d'un point de vue financier, est aujourd'hui extrêmement structurant dans les projets d'IAM, et on verra si les plateformes peuvent y répondre. Et au-delà de la maîtrise des dépenses et de la rationalisation des coûts, c'est aussi la prédictibilité des coûts.
Mon entreprise fait des acquisitions, fait des carve-in, des carve-out. Qu'est-ce que ça veut dire en termes de prédictibilité financière, etc., etc. Ce sont pour moi les 4 drivers, en tout cas qu'on voit de plus en plus chez nos clients. Et celui le plus en haut, c'est celui qu'on voit presque le moins depuis quelques temps au regard des autres. Et ça va être important quand on va parler de cette approche plateforme. Au-delà de ces enjeux, finalement, les approches traditionnelles, qui sont globalement, si je les résume dans une approche, j'ai un besoin, je mets une solution, j'ai un besoin d'IGA employé, je mets une solution d'IGA employé, je veux faire un peu d'access, je mets de l'access, je veux faire aussi du SIAM, je mets un kicklog dans un coin, etc., etc. On voit qu'elles vont atteindre leurs limites. Et justement, Benjamin, toi aussi qui as vécu pas mal de projets, quelles sont un peu les grandes limitations que tu vois sur ces sujets-là? La première, tu en as déjà pas mal parlé, c'est que dans l'entreprise, il y a tout type d'identité. Aujourd'hui, on parle très facilement de l'employé pour le monde du B2B avec ses partenaires. Mais aujourd'hui, plein d'autres identités arrivent. L'expérience métier, vos métiers viennent vers vous en disant maintenant, il faut gérer les fournisseurs. Vous avez des identités non humaines. On en a parlé. On va avoir les comptes techniques. On en parlait dans des présentations ce matin. L'agentique, aujourd'hui, qui vont encore être des identités qu'il va falloir gérer. Et cette approche un petit peu silotée, de se dire que chaque solution permet d'agréger, piloter chaque type d'identité, aujourd'hui atteint ses limites. On va aller encore plus loin avec les comptes dormants. On prend un exemple. Aujourd'hui, dans les solutions qui sont silotées, comment détecter qu'une identité accède ou pas au système d'information, quand, comment? Si jamais les applications sont vraiment silotées, il est très difficile de remonter l'information sur toute la chaîne de valeur de l'Identity and Access Management. Aujourd'hui, les solutions d'Access Management vont pouvoir détecter que les comptes ne s'authentifient pas, mais comment propager cette information de manière simple, synchrone, vers les solutions d'IGA qui, eux, vont gérer l'identité dans les cibles en désactivant, en gérant la licence, en gérant tout un ensemble d'autres informations. On a parlé de réduire les coûts. Aujourd'hui, avoir des licences sur une partie IGA employée, des licences sur ma partie fournisseur, sur les licences sur ma partie Access, difficile d'avoir un modèle prédictible, hein, tu l'as dit Alexis, et comment anticiper du coup l'arrivée des nouvelles identités avec tous ces freins. La dernière, c'est la gestion. Aujourd'hui, on peut prendre, j'ai une histoire hein, qu'on peut raconter. J'ai mon client qui a souscrit du coup son parc pour gérer l'ensemble de ses employés. Très rapidement, ces métiers sont venus le voir en lui disant moi j'ai besoin qu'on gère aussi toute ma partie fournisseur. Et aujourd'hui, quand on gère les fournisseurs, j'ai pris une nouvelle solution, j'ai passé 9 mois à faire un projet, enfin un appel d'offres, pour sélectionner ma solution, j'ai fini mon projet. Et derrière, on se dit comment simplifier la gestion, parce que pour gérer mes fournisseurs, ce n'est pas que mes fournisseurs qui sont dans ma solution fournisseur. J'ai forcément des employés, mes responsables de société, mes valideurs, mes différentes informations ou identités qui sont aussi dans la partie employé, qui vont se retrouver en doublon dans ma partie solution de fournisseur. On parlait dans les 4 grands enjeux de se dire qu'on voulait de l'expérience utilisateur. Aujourd'hui, quand à mes employés, je leur propose une solution pour gérer leur identité et leur manager, on va dire, mais une autre solution, un autre portail pour gérer leurs fournisseurs. C'est compliqué, l'expérience utilisateur n'est pas très simple et adéquate. Et la dernière, on en parle depuis longtemps, hein, c'est toute cette capitalisation de la technologie, de l'expérience sur la compétence et l'expertise dans l'entreprise par rapport à toutes ces solutions. Et vous entendez bien que forcément, si jamais on a 5, 6, 7 stacks technologiques différents pour piloter tous nos types d'identités, tous nos parcours utilisateurs, ben forcément, on a déjà du mal avec une technologie. Donc quand j'en ai 7, comment je fais? On a la solution que tout le monde peut entendre, le buzzword du moment, hein. On a l'IA. Alexis, moi je pense on va déployer un peu d'IA au sein de tout ça et forcément, ça va répondre à la problématique. Qu'est-ce que tu en penses? Ouais, je suis assez d'accord. On a nos collègues qui ont présenté il n'y a pas longtemps là aussi la vision de l'IA de Memority. Pour autant, il faut quand même un peu démystifier le truc. Ça fait longtemps qu'on nous parle du chatbot magique sur la gestion des rôles ou sur le role mining ou des trucs comme ça. Ok, on n'avait pas l'IA, on avait du machine learning, on avait un certain nombre de choses. Et le constat, je pense qu'on peut faire, c'est que globalement, ça marche quand même pas terrible. C'est pas une solution miracle. L'IA va apporter une belle promesse, il y a beaucoup de fonctionnalités qui arrivent, mais l'IA ne va pas enlever la complexité qu'on a dans les déploiements des projets d'IAM, qu'on a sur l'historique qu'on a eu dans les configurations avancées.
Et à la fin, qu'est-ce qu'on va avoir? Ouais, on va peut-être avoir un truc dans un Teams pour dire est-ce que je peux avoir le mot de passe du Wi-Fi? Est-ce que je peux changer mon mot de passe? C'est des choses assez simples finalement. Et est-ce que la valeur de l'IA, elle est là? Je suis perso pas hyper convaincu. À l'inverse, amener des scorings de risque, amener de l'intelligence sur la recertification, oui, là, il n'y a pas débat, il y a énormément de valeur. Mais de vouloir traiter finalement son passé d'approche un peu unitaire en mode best of breed avec de l'IA, à peu près convaincu que c'est pas là-dessus qu'on va avancer. Alors nous, on parle de plateforme aujourd'hui. On a fait nos slides en français. On s'est dit quel mot on va pouvoir mettre. Plateforme, ça nous paraissait être le plus générique. On n'est pas les seuls à en parler de cette approche un petit peu plus globale sur l'IAM. Je vous en ai mis quelques-uns sur le slide. Si vous allez aux conférences de Gartner ou de Kuppingercole, qui sont un peu pour moi les deux analystes qui communiquent assez bien d'un point de vue mondial sur l'IM, mais on retrouve la même chose chez Webstone ou chez d'autres cabinets de conseil qui communiquent aujourd'hui sur quelles sont les approches et les tendances de l'IM. Et cette approche un peu transverse et un peu globale, elle se retrouve partout. Alors elle a plusieurs noms. Chez Gartner et Kuppingercole, c'est plutôt une identity fabrique. Plutôt sous un ensemble de... C'est un peu les composants majeurs de mon usine qu'il faut que je mette en place. Chez Memority, on appelle ça une factory, parce qu'on a pris un sous-ensemble qu'on a industrialisé. Voilà. Chez d'autres, ça peut s'appeler différemment. Le point commun de tout ça, c'est que globalement, on commence à penser l'IAM comme un ensemble assez cohérent. Alors, quelles sont les limites? C'est encore un peu flou. Est-ce que le PAM est dans l'IAM? Est-ce que les certificats sont dans l'IAM avec la PKI? Il y a quand même un certain nombre de choses qui sont un peu nébuleux. Gartner essaie d'en mettre un maximum. Ça fait venir aussi du monde dans les confs et ça fait des questions aux analystes Gartner. Mais au-delà de ça, il y a quand même un peu de flou, évidemment, sur cette notion de la plateforme IAM. Et je pense qu'en vrai, ça dépend de la maturité des uns et des autres. Ça dépend de ce qu'on veut vendre, évidemment. Mais en tout cas, on voit qu'il y a quand même un certain nombre de points, et j'y reviendrai juste un peu après, qui sont quand même ce sous-ensemble un peu cohérent des fonctionnalités autour de l'identité et de l'accès. Et le point commun, surtout, c'est qu'on arrête de parler l'IGA d'un côté et l'Access de l'autre. Et ce qui est assez marrant, c'est quand on regarde l'histoire, il y a quelques années, enfin IAM, ça veut quand même dire Identity and Access Management. C'est pas IAM de côté et AM de l'autre, c'était le cas il y a un moment. Et ce qui est marrant, c'est que ceux qui ont séparé ces deux mots, c'est finalement ceux qui les rassemblent aujourd'hui, c'est Gartner, qui a expliqué à un moment donné qu'il fallait arrêter de parler d'IAM et qu'il fallait parler d'IGA et d'Access, ce qui a conduit même certains clients à avoir des équipes qui gèrent l'IGA, qui ont un reporting, par exemple, je sais pas, au DSI, et puis un sujet d'access management avec un reporting à la Sécu. Comme ça, on est peinard, personne ne se parle. Et maintenant, aujourd'hui, Gartner revient un peu la bouche en cœur. Vous savez quoi? Il faut tout rassembler. Chouette. Appelez-nous, on vous expliquera comment il faut faire. Donc ça, c'est quand même intéressant parce qu'on voit finalement la maturité, les enjeux, les solutions aussi sur l'IAM évoluent. Et certains de nos compétiteurs, en effet, drivaient beaucoup le marché de l'IGA. Il y avait un sens à un moment donné à le séparer. Et aujourd'hui, je pense que le consensus, il fait plutôt de le rassembler. Et il y a un critère assez intéressant qui est symptomatique là-dessus, c'est quand on regarde les acquisitions des différents acteurs de l'IAM. Il y avait des gens qui venaient du PAM, qui ont fait des acquisitions sur l'Access et un peu plus sur l'IGA. Bon, pas de bol, ils se sont fait racheter après par des grands groupes plutôt de l'infrastructure. Mais on a d'autres aussi acteurs, Microsoft, qui est un acteur plutôt historiquement très présent sur l'annuaire et sur l'Access, qui arrive sur la gestion des identités. Donc on voit quand même une tendance de fond chez les éditeurs qui souvent traduit quand même un besoin des clients. Les éditeurs, notamment américains, ils n'aiment pas trop dépenser pour faire des choses qui n'ont aucun sens. C'est qu'a priori, il y a quand même une tendance de fond assez intéressante et un besoin des clients de repenser et de revenir au mot clé, qui était un peu un mot tabou à un moment donné, l'IAM. Même si, j'avoue qu'on le voit quand même dans beaucoup d'appels d'offres sans vraiment savoir ce que c'est. Pour certains, c'est juste l'IGA, pour certains, c'est juste l'accès, pour certains, c'est un peu tout. Mais ce qui est intéressant de voir, c'est que ce mot revient de plus en plus dans la bouche de nos clients, des analystes, des cabinets de conseil. Et ça fait sens. Alors concrètement, nous, qu'est-ce qu'on pense de cette plateforme d'IAM? Alors, il n'y a pas de définition miracle, sinon je garantis que Martin Kuppinger ou les analystes Gartner l'auraient défini. On aurait mis une belle référence avec marqué voilà ce que c'est et on n'en parle plus et puis on va boire un café. C'est pas si simple. Pour autant, nous, notre conviction, Benjamin et moi, c'est qu'on a un certain nombre quand même de prérequis, de bases à respecter. Le premier, si on parle d'une plateforme, évidemment, on va vouloir aller chercher de l'industrialisation. L'industrialisation, elle passe à deux niveaux. L'industrialisation de l'infrastructure. Donc ça veut dire que dans un cas idéal, évidemment, on est sur du SaaS.
Parce qu'évidemment, le SaaS, c'est un peu l'objectif maximum en termes d'industrialisation de l'infrastructure. Quelque part, je m'en occupe plus. Vous avez tous vu les courbes de SaaS là, avec les briques qui se colorient en fonction si on est sur du IaaS, du PaaS, du SaaS. Je pense que vous avez tous vu ces slides-là. Évidemment, sur le IaaS, on a ce sous-ensemble industriel. Pour autant, ça ne marche pas non plus dans tous les contextes. Il y a des contextes où on ne peut pas faire du SaaS, dans les contextes réglementaires, dans les contextes de défense, etc. Et ce qui nous amène sur la deuxième brique d'industrialisation, qui est la couche logicielle. Cette couche logicielle, elle doit être moderne. Ça veut dire aujourd'hui, on doit être dans des approches d'architecture microservices, container, Docker, peu importe, vous appelez ça comme vous voulez. Mais c'est ces architectures-là qui permettent de passer des grosses maintenances avec des montées de version un peu sympas qu'on a tous adoré faire pour apporter aucune valeur au métier, mais c'était obligatoire parce qu'on en avait déjà sauté 3 mineurs et qu'à un moment donné, il fallait bien les faire. En tout cas, ces architectures microservices, elles ont des approches de montée de version qui n'ont plus rien à voir. Les architectures blue-green, etc., etc. Vous pourrez vous renseigner. Je trouve que ça dessus, c'est une vraie valeur. Et ça, c'est pas discutable. On doit être dans ces approches comme ça. Sur l'architecture, sur la multi-tenancy, etc., qui sont aujourd'hui, je dirais, les grands drivers des architectures cloud, mais qui s'appliquent éventuellement à des déploiements aussi sur des clouds privés ou sur des infrastructures que vous pourriez mettre à disposition au sein de vos entreprises. Ça, c'est les 2 premiers étages en termes d'industrialisation. Ensuite, si on parle de plateforme, évidemment, il faut avoir une approche qui dépasse le sujet ou de l'IGA ou de l'access. Donc avoir une capacité à faire beaucoup plus de bout en bout. J'ai mis à minima IGA et access, lifecycle et access. On peut regarder ce qu'on veut, mais d'avoir cette composante à la fois d'identité et d'accès. Et on a un de nos collègues qui dit un truc très juste chez Memority, c'est que finalement, pourquoi on crée des identités? C'est pas juste pour se faire plaisir, c'est pour donner des accès. Finalement. Parce que créer une identité, c'est cool, mais s'il n'y a pas d'application derrière, s'il n'y a pas de service associé, bah, ça ne sert à rien. Alors après, Microsoft adore, parce que ça fait consommer des licences Microsoft 365, mais au-delà de ça, finalement, si on n'a pas d'application, si on n'a pas de compte email, si on n'a pas de service, ça ne sert à rien. Et donc, du coup, quand on réfléchit à ça, bah oui, c'est quand même plutôt logique de gérer des identités avec une logique d'accès. Même si dans l'access management, il y a évidemment la protection des applications, tout ce qui est la fédération, le SSO, l'authentification forte. Mais en tout cas, de réfléchir cet ensemble cohérent est important. Et d'ailleurs, quand on parle sur la partie workforce, c'est vrai qu'on se dit, oh, ok, je peux faire un peu d'IGA, un peu d'access séparé. Mais dès qu'on est dans des populations plutôt partenaires, bah, d'un coup, on se pose beaucoup moins de questions. Quand on est dans le sujet SIAM, d'ailleurs, le SIAM ne parle pas de CIGA et de C-Access, on parle de SIAM. Finalement, on voit bien que ces notions, sur certains sujets, bah, elles redeviennent un ensemble cohérent. Et pourquoi ça marche sur le SIAM et ça ne marcherait pas sur la partie workforce, cette approche bout en bout. En tout cas, nous, c'est notre conviction. Si on pense plateforme, on doit penser identité et accès. Mettons la définition qu'on veut derrière. Quand on parle de ça, donc c'était le 3e étage, l'étage d'après, c'est comment je vais opérer et quel service je vais vouloir mettre en place par rapport à ces données d'identité, à ces identités et à ces accès, à ces applications derrière. Et pour nous, il y a un certain nombre de fonctionnalités sur la gouvernance. Et la gouvernance, ce n'est pas qu'un sujet d'identité. On gouverne aussi ses accès, on gouverne ses moyens d'authentification. Mais en tout cas, il y a quand même un certain nombre de fonctionnalités qui ont été un peu mal vendues, ou en tout cas mal vues jusqu'à maintenant, dans des solutions on-prem ou certaines solutions qui sont passées du on-prem sur des approches un peu SaaS, notamment la délégation. Aujourd'hui, la délégation, je pense que c'est lié aussi au changement de mentalité des organisations où on ne veut plus avoir des équipes de 30, 40, 50 personnes en centrale qui gèrent des identités, des accès. Il faut déléguer la gestion d'une identité à la personne qui connaît, qui sait la manager, etc. On doit déléguer la fédération à un application owner. Il sait faire sa fédération, il est dans des cycles agiles de développement, d'approche, etc. Il peut tout à fait gérer sa fédération. Je n'ai pas besoin d'avoir une équipe de ce cabinet de conseil ou d'un autre en centrale pour faire mes raccordements. Ça, c'est important, cette notion de délégation, parce que on sent que c'est quelque chose qui est beaucoup attendu et dont le marché est en train d'apporter un certain nombre de réponses. Après, c'est tous les processus, d'une manière générale aussi sur la gestion des identités, l'onboarding, l'offboarding, les movers, le fameux JML. On fait beaucoup de joiners, on fait un peu moins de leavers et on fait encore un peu moins de movers d'une manière générale dans les projets d'IAM. Et c'est encore plus vrai dès qu'on fait du B2B ou du B2C. En B2C, ce que le marketing aime bien, c'est avoir un maximum de monde dans le CRM. Alors expliquer la notion de leaver ou de mover, c'est un peu compliqué. Pour autant, on commence à le voir. Bah oui, si la personne, la GDPR est passée par là aussi, hein, mais on voit bien, bah oui, cette personne, peut-être qu'en fait, elle n'est plus cliente, donc il faut l'enlever. Ça veut dire quoi? C'est quoi les processus? Elle avait accès à quoi? Elle avait une carte de fidélité, elle avait un certain nombre de choses. Donc on commence à avoir des processus qui viennent historiquement de l'IGA.
commencer tout doucement à arriver dans les sujets B2B et les sujets B2C. Et ça montre bien cette importance d'avoir ces notions de gouvernance un peu transverses. Évidemment, il y a des choses assez classiques, hein, les workflows, la certification, qui sont aussi extrêmement intéressants, qu'on voit, et on voit une maturité à la fois côté client, à la fois fournisseur, mais plutôt sur des sujets workforce, sur des sujets partenaires, la recertification des partenaires, la recertification des prestataires, vaste sujet auquel on aime beaucoup parler. Mais recertifier une identité, c'est pas tabou, hein, est-ce que la personne elle est encore là? Parce que si j'ai mis une date de fin en 2099, a priori il y a quand même un risque non nul qu'elle parte avant. Donc comment je vais utiliser la recertification? Donc on voit que ces fonctionnalités-là, on a cité quelques-unes, mais on pourrait s'amuser à en citer un peu plus, peuvent être utilisées de façon complètement transverse et dans pas mal de cas d'usage si on prend tout ce qu'on a envie de servir. On doit aussi préparer le futur. Évidemment, on peut penser toute la solution d'IAM qu'on veut, aussi belle soit-elle, l'entreprise, le contexte va évoluer. Il y a 10 ans, on ne parlait pas des identités des agents intelligence artificielle. À moins qu'il y en ait vraiment qui étaient très en avance, mais j'en doute. On parlait très peu d'identité B2B. On voyait le SIAM, on voyait la partie workforce, on voyait moins la partie B2B. Donc cette notion d'extensibilité des modèles de données, des typologies d'attributs, des usages, elle doit aussi être pensée. Et donc du coup, de ne pas se dire je vais m'enfermer dans un modèle qui derrière va me nécessiter finalement un redéploiement from scratch pour aller prendre une nouvelle fonctionnalité, une nouvelle population ou autre. Le dernier élément, c'est que l'IAM, ça ne marche que si c'est intégré dans le système d'information. Alors là, je ne parle même pas des connecteurs de provisioning et de fédération. Ça, je dirais que c'est aujourd'hui standard sur l'identité, aller provisionner les comptes et sur l'accès, fédérer les applications. C'est tout le reste. Comment je m'intègre avec les systèmes RH? Comment je m'intègre avec les bases de données? Comment je m'intègre avec l'ITSM pour aller ouvrir des tickets, manipuler les tickets, les ouvrir, les fermer, j'en sais rien, etc. Et ça veut dire que l'API, les API doivent être extrêmement ouvertes sur cette plateforme, justement pour venir consommer ces services ou au contraire aller consommer les services d'applications tiers. Ça, c'est voilà, pour moi l'enjeu aujourd'hui le plus important, c'est cette ouverture du système d'information vers l'IAM et inversement. Donc ça, c'est une définition qui nous est tout à fait propre, ou une définition, c'est un bien grand mot, mais en tout cas, c'est les grands invariants que nous, on voit dans ce que doit être une plateforme d'IAM. Et l'élément qu'il faut avoir absolument en tête, mais qui n'est pas dans la définition, c'est que ça doit surtout être compatible avec n'importe quel typologie d'identité. Workforce, partenaire, client, consommateur et les identités non humaines. Et ce qui va être intéressant, c'est pourquoi je parle de ça, parce qu'évidemment, vous allez me dire, on est capable de gérer les catchs, qu'on gère des comptes techniques, des partenaires, des clients et ma workforce. Mais dans les identités non humaines, il y a quand même un sujet qui risque de nous sauter au visage dans pas longtemps. C'est qu'on a mis tout un tas de trucs en disant bah, c'est les identités non humaines, on sait tous que ça va être beaucoup plus de volume. Pour autant, je pense que demain, on va commencer à les séparer. Je pense que les comptes techniques, les comptes de service, ça va être une typologie d'identité. Les comptes d'agents IA, ça va être une autre typologie d'identité. Les comptes des machines outils dans des usines, c'est encore une autre façon, c'est encore une autre typologie d'identité, etc. Ça nous arrange bien de les rassembler en 4, ça tient bien dans des slides Gartner. Mais demain, je pense qu'on aura beaucoup plus de cases dans les analystes qui vont dire ah, attention, bah, c'est pas les mêmes processus, c'est pas le même cycle de vie, c'est pas la même délégation, etc. Donc ça, c'est pour nous les caractéristiques, à défaut d'une définition, à minima les caractéristiques d'une plateforme IAM moderne et, je dirais, prête pour le futur. Alors c'est bien, mais du coup, qu'est-ce qu'on va vouloir attendre comme bénéfice de cette approche? Parce que vous allez me dire, ouais, les mecs, ils ont un peu une vision un peu architecte, un peu long terme sur le sujet, c'est chouette. Mais qu'est-ce qu'on va vouloir aller chercher comme bénéfice? Alors j'aurais pu mettre retour sur investissement, ça fait 15 ans qu'on se pose la question de retour sur investissement sur l'IAM. Je trouve que bénéfice, c'est un peu plus joli parce que les bénéfices, ils vont au-delà de ROI financier et je pense qu'ils amènent énormément de valeur. Et la première valeur, et ça a été le parent pauvre de tous les déploiements IAM, je pense qu'on a fait notamment jusqu'à il y a une quinzaine d'années, c'est la visibilité. Finalement, quand vous aviez des déploiements on-prem sur de l'IAM à l'époque, on va dire, pour rester dans des trucs un peu anciens, tout le monde était tellement épuisé à la fin qu'on disait ah, maintenant, il va falloir monter la brique de reporting. Peut-être pas tout de suite. On va déjà digérer un peu le truc et après, on verra le reporting. La plateforme, nativement, elle va gérer ces data. Donc, on va pouvoir vraiment les exploiter pour donner de la visibilité, des indicateurs, quelles ont été les activités, combien d'identités ont été créées depuis hier soir, quels attributs ont été modifiés, est-ce que j'ai des alertes, est-ce que j'ai sur la qualité de la donnée, est-ce que j'ai des identités sans manager, qu'est-ce que ça veut dire, mon organisation, etc., etc. Et ça, c'est important parce que derrière, ça vous permet d'adapter aussi et d'amener de la valeur
aux différentes parties prenantes. Un application owner, le scoper sur ses applications, des RH, des IT admins, mais aussi des métiers, peut-être le marketing, etc., etc. Cette visibilité, aujourd'hui, elle nous paraît en tout cas structurante. Et par rapport à mon premier slide, je pense que d'ici 12-18 mois, il y aura une 5e brique qui sera justement les indicateurs autour de l'IAM. Ensuite, on va avoir des sujets autour de la gouvernance et la simplification opérationnelle de l'IAM. Je pense qu'on peut plus se permettre d'avoir des équipes de 30 personnes qui exploitent des solutions d'IAM. 30, on en a connu jusqu'à 70 ou 80 chez certains clients. Aujourd'hui, je pense qu'avec 3, 4, 5 et 10 personnes max, on doit être capable d'opérer l'IAM aux bornes d'une énorme entreprise dans le monde. On ne doit pas être plus. Et si j'ai 1500 identités, je n'ai pas besoin de 10 personnes a priori, ou alors autant pas mettre d'IAM et le faire à la mano. Je pense qu'on gagnera du temps. Ça, c'est important parce qu'on voit que les budgets sur les équipes sont restreints. Les capacités d'investissement diverses et variées, de formation, sont aussi importants. Malgré tout, il faut quand même qu'on réfléchisse à la partie sécurité, et on le verra aussi dans un peu les risques ou les points d'attention. La sécurité, l'IAM s'inscrit complètement dans les grandes tendances du marché. On en a mis quelques-unes, et notamment le Zero Trust. Et il ne faut pas oublier que la première brique du Zero Trust, c'est quand même d'avoir une brique de gestion d'identité et d'accès. Donc forcément, s'inscrire dans cette transformation d'infrastructure, parce qu'on le voit souvent plutôt sur de la partie ZNTNA, mais aussi l'IAM est un enjeu important. L'autre sujet, c'est qu'on va pouvoir avoir une approche finalement qui va se construire dans le temps. Une plateforme, ce n'est pas un truc monolithique, c'est presque plus un Lego dans lequel on va poser des bases et on va pouvoir venir rajouter des petites pièces, des grosses pièces, en fonction des sujets, en fonction des attentes de l'entreprise, en fonction de mon contexte légal, en fonction des besoins de ma compliance, etc., etc. Et cette approche un peu modulaire, elle permet aussi de s'engager peut-être sur un premier plus petit périmètre, mais de vouloir avancer dans le temps en apportant un maximum de valeur. Je ne vais pas forcément tous vous les faire parce que vous allez retrouver un peu les échos avec les grands enjeux qu'on a fait au début. Mais le dernier enjeu, il est quand même important. C'est qu'en faisant une approche plateforme, on va quand même pouvoir récupérer l'ensemble des données autour de l'identité et des accès de n'importe quelle typologie d'identité au même endroit. Et bien ça a une valeur énorme justement pour les fonctionnalités d'intelligence artificielle dont tout le monde parle, que ce soit des notions d'améliorer l'expérience, d'avoir des scorings de risque, d'avoir du role mining ou ce que vous voulez, mais aussi d'avoir enfin un peu d'alerting sur l'IAM. Mettre les données d'IAM dans un SOC, je ne sais pas s'il y en a beaucoup qui ont réussi, mais c'est quand même plutôt souvent le parent pauvre du SOC, où on a déjà de l'EDR, de l'XDR, du NDR, tous les trucs en DR. Alors, on avait pensé dans l'IAM à faire ITDR. Bon, je pense qu'on a vu que ce n'était pas forcément l'acronyme qui avait le plus le vent en poupe. Du coup, maintenant, on parle un peu plus de ISPM, on parle un certain nombre de choses comme ça, montrer qu'on va vouloir avoir de la visibilité d'un point de vue sécurité, alerting, sur mes identités et mes accès. Et ça, après, va pouvoir en effet être consommé par un SOAR ou par ce que vous voulez par rapport au SOC et être corrélé, en effet, à des grands enjeux autour du SOC, des firewalling, etc. Et ça, c'est important parce que ça, vraiment, c'est la promesse que le marché veut amener sur la gestion d'identité et d'accès en termes de next step sur ces briques fonctionnelles. Il y a quelques conférences d'ailleurs sur le sujet, si j'ai bien lu le programme. Alors les bénéfices, c'est bien. Pour autant, c'est quand même pas si simple à déployer. Vous avez sûrement déjà vu ou déployer des solutions d'IAM, que ce soit sur IGA, sur l'Access, sur les deux. Évidemment, on part jamais de zéro. Alors même des clients qui nous disent j'ai rien. En fait, quand on creuse, il y a toujours un petit script qui traîne, il y a toujours un mec qui a fait un fichier Excel dans un coin, etc., etc. Mais il y a quand même un enjeu de migration et de se dire, OK, comment mon existant va contribuer à ma plateforme, ou à l'inverse, comment ma plateforme peut être une base dans laquelle je vais reprendre petit à petit mon existant. Mais cette notion de migration, elle n'est pas à négliger. C'est le projet souvent qui fait l'échec des projets d'IAM. C'est rarement la solution. C'est souvent la partie projet. C'est souvent le manque de définition fonctionnelle. Mais en tout cas, de poser la question de la migration. Il y a aussi, pour certains, notamment très grands groupes, une notion sur faire évoluer l'organisation de gestion de l'IAM. Ceux qui avaient des équipes IGA et Access séparées, qui n'avaient même pas un reporting commun, doivent se poser la question de comment on retravaille ensemble, comment on a une gouvernance globale sur mes identités, sur toutes mes identités. Il n'y en a pas une partie qui est gérée à gauche, une partie à droite. Ça, c'est aussi un enjeu fort. Un autre élément, c'est qu'il va falloir arbitrer. Qu'est-ce qui devient standard? J'ai 3, 4, 5 types de workflows et dans le monde entier, on va utiliser ces workflows-là. J'ai 40 attributs d'identité obligatoires, ou en tout cas, vous devez utiliser ceux-là. Vous avez le droit d'avoir peut-être 2 ou 3 customs, mais ces 40-là, ils sont importants, etc., etc. Mais en même temps,
de dire, pour une application, pour un métier, pour un besoin particulier, bah là, je sais aller dans une configuration plus avancée parce que j'ai un besoin particulier, parce que j'ai un workflow particulier. Avant de provisionner, il fallait que j'aille interroger une autre base pour récupérer les informations, concaténer les datas et après les envoyer. C'est le processus métier, on s'intègre dedans. Mais d'être toujours arbitré entre standardiser et aller dans de la configuration avancée, je ne parle pas de développement spécifique, vous avez remarqué, pour répondre aux besoins des différentes parties prenantes, que ce soit l'IT, les applications ou les métiers. Enfin, les deux derniers, c'est des points qui me paraissent aujourd'hui importants et encore plus dans le contexte géopolitique du moment. C'est qu'évidemment, des approches SaaS vont se poser la question de où sont mes données, qu'est-ce qui vont être fait, à quoi elles vont servir, est-ce que les modèles d'IA vont pouvoir les utiliser automatiquement, etc., etc. Donc de quand même se poser la question de la compliance des exigences réglementaires, mais aussi de l'application de votre politique de sécurité, tout simplement, sur ces plateformes IAM qui ne doivent pas être dans un no man's land et de pouvoir faire un peu n'importe quoi. Associé à ça, se pose aussi la question où est-ce que je la mets, cette plateforme IAM? Est-ce que finalement j'adopte une stratégie de certains hyperscalers et je mets tout dedans? Why not? Ou alors au contraire, je me dis, finalement avoir une stratégie associée à un hyperscaler est peut-être un peu risqué parce que finalement déjà des cloud providers, j'en ai pas qu'un, j'en ai 2, 3, 4. Aujourd'hui, je suis peut-être très Microsoft et j'ai un bout de Google. Peut-être que demain, on migrera. Peut-être qu'on va aller vers du Alibaba Cloud. Peut-être qu'on va aller vers de l'Oracle Cloud. On ne sait pas. Et d'avoir une approche qui est un peu indépendante de tout ça et qui va plutôt être un accélérateur pour justement accompagner ces grandes transformations de décision, de stratégie IT, mais de stratégie d'entreprise d'une manière générale, peut être aussi intéressant en termes de retour sur investissement de l'IAM, d'accélérer ces projets de transformation de grands pans d'architecture ou applicatifs. Voilà un peu ce que nous, on pense, en tout cas, de ces plateformes, tant en termes de caractéristiques, de bénéfices et de quelques défis ou points d'attention. On voulait aussi vous partager 2 retours d'expérience d'entreprises qui ont eu ces approches-là. En tout cas, on peut le dire a posteriori qu'elles s'intègrent assez bien dans cette dynamique-là par rapport aux typologies d'identité, les volumes, etc. qu'ils ont voulu gérer. Et je vais te laisser, Benjamin, en parler. Bon, j'espère tout d'abord qu'Alexis vous a pas fait trop peur, parce qu'on a déjà du mal à faire des projets d'IGA, des projets d'Access. Aujourd'hui, avec la plateforme, on fait tout en même temps. Mais très bonne remarque. Aujourd'hui, avec une plateforme, on sait faire aussi différemment les projets. C'est ça qui est très intéressant. On va prendre le cas, par exemple, de Valeo, aujourd'hui, un équipementier automobile. Le fait d'utiliser cette approche plateforme va permettre de faire différemment les projets. Valeo a choisi une stratégie de se dire, il avait 7 typologies d'identités à gérer, il avait des centaines de milliers d'identités à vouloir mettre dans ses solutions d'IGA, d'Access Management. Il a pris le parti de dire, moi je vais commencer sur un périmètre très simple dans la plateforme en ne mettant en place que la partie B2E. B2E veut dire, je vais gérer mes employés, je vais me raccorder à mon système RH en remplacement d'une solution maison qui était en place avant de faire le pas, on va dire, dans la plateforme. L'avantage aussi de passer sur cette plateforme, Alexis l'a très bien dit, la plateforme est hyper configurable. Le fait qu'elle soit capable de gérer n'importe quelle typologie d'identité, n'importe quelle typologie de processus lié à toutes ces identités, on ne demande pas aux clients de rentrer, on va dire, dans les solutions un peu plus fermées, telles que certaines existent sur le marché. Avec une plateforme, on va pouvoir vraiment s'adapter. La plateforme va s'adapter aux besoins du client. Et donc, très rapidement, on entendait ce matin sur une conférence, j'entendais des gens qui disent faire des projets d'IGA en moins de 6 mois, 1 an, c'est quasiment impossible. Aujourd'hui, avec une plateforme, on a mis un Valeo en 5 mois en production. Donc ça peut aller très vite. Et ça aussi, Alexis l'a très bien dit, l'objectif de Valeo, il a fait le choix tout de suite de se dire que je gère mon identité et mon accès en même temps. Pourquoi ? Parce qu'il a voulu mettre en place tout ce principe d'administration déléguée, c'est-à-dire faire participer ces métiers à l'adoption, à la mise en place de la plateforme. On prend l'exemple, aujourd'hui, le fait que dans ce premier cycle de MVP, j'ai pu mettre en place le SSO, j'ai pu fédérer mes premières applications, c'est parce que chez Valeo, ils ont complètement délégué la partie fédération d'identité directement à l'application owner, via ce principe d'administration déléguée. Aujourd'hui, il y a un responsable d'une application, via directement les écrans, le même service, la même user experience dans la plateforme. Il va pouvoir aussi bien gérer
les utilisateurs liés à son application, gérer l'habilitation, gérer les certifications s'il y a besoin, habiliter les personnes, définir les politiques d'attribution automatique, mais également faire les parties qu'on appelle tous un petit peu techniques, on va dire de raccordement SAML, WSFed, OpenID Connect, avec leurs applications. Et donc très rapidement, un MVP en 5 mois, une solution mise en production, un retour sur investissement, on en parlait tout à l'heure, une adoption de l'ensemble des parties, aussi bien des responsables RH, des utilisateurs, des application owners, du helpdesk et un ensemble de populations. Et après ça, très facilement, premier lot est sécurisé, je veux déployer à plus grande échelle, je vais pouvoir gérer mes comptes techniques, je vais pouvoir gérer mes comptes mailbox, un autre type de population, cycle de vie différent, potentiellement un petit peu plus simple que les comptes employés, mais du coup, une autre typologie de data, des informations un peu moindres, des processus de validation différents, mais un déploiement très rapide parce que j'ai déjà tout l'écosystème, j'ai déjà la relation de qui va gérer mes comptes mailbox, qui va gérer mes comptes techniques, parce que ce sont mes employés, ils sont au sein de la même plateforme. Les utilisateurs savent déjà se connecter, ils ont l'expérience, ils n'ont plus qu'à les gérer. Et le dernier, forcément, le métier arrive, j'ai une nouvelle population à gérer, j'ai besoin de gérer mes partenaires. Et très facilement, je refais encore une fois le même projet. Quels sont les modèles de données que je dois associer? Comment mes partenaires vont être gérés au regard des identités employées pour pouvoir les gérer, pour pouvoir les onboarder, etc. etc. Donc c'est un exemple assez simple, on va dire, où on peut faire sur un vaste périmètre de l'adoption par étape, par lot, très rapidement. Et on va dire que, pour faire simple, à la fin, en un an, au lieu de gérer un projet complet, j'ai géré toutes mes populations au sein de la même plateforme. Le second, encore aussi un peu plus extravagant, on va dire. On connaît tous Stellantis, du coup, un constructeur automobile, qui, il n'y a pas si longtemps que ça, il y a quelques mois, années, a fait une fusion en plus avec PSA qui est devenu, enfin Stellantis qui a été la société PSA, Chrysler et Fiat, avec du coup aujourd'hui un écosystème de types d'identité, de modèles de données, de complexité via aussi la volumétrie. Aujourd'hui on parle de plus de 1,5 million d'identités sur une partie workforce et partenaires. Et là aussi, cette approche qu'a eu PSA et Stellantis, ils travaillaient sur des solutions maison, où ils avaient forcément, on l'a dit tout à l'heure, pris toute la largesse qu'ils voulaient depuis des dizaines d'années, en spécifiant tous les microprocessus, faisant tous les workflows possibles. Parce que le développement était maison, et forcément, sûrement vous le connaissez tous, arrivé à un stade, technologiquement, c'est compliqué de garder cette expertise en interne. Et forcément, quand j'ai besoin de refaire évoluer encore ma solution, on n'y arrive plus. Et donc, ils se sont penchés sur cette approche plateforme pour pouvoir gérer toutes les typologies d'identité. Et donc, très facilement, un peu plus compliqué, parce que forcément, vu la volumétrie et avec le développement maison qu'ils avaient, et du coup, ils ont adopté Memority en construisant des modèles de données adaptés en fonction de chaque typologie de personnes, en mettant des processus simples, configurables et extensibles sur chacune des besoins, chacun des besoins qu'ils avaient. Et voilà, pour arriver aujourd'hui à une solution qui contient, du coup, on parlait aussi de ce principe de scalabilité de la plateforme, avec aujourd'hui plus de 1,5 million d'identités qui sont en usage dans la plateforme. On parle de 40 millions d'assignations de rôles. Donc tous ces principes qui vont devoir être éprouvés sur la certification, sur le maintien en charge, on va dire, de cette plateforme. Mais à côté de ça, sur d'autres typologies d'identité, plutôt là sur une partie un peu client et ce qu'on va appeler objet connecté, mais dans le cas d'un constructeur automobile, on parle de la voiture, sur la même plateforme, encore une fois, on va pouvoir modéliser cette notion de véhicule. Je ne sais pas si vous savez aujourd'hui ce que c'est un véhicule. Un véhicule, ce n'est pas un objet, une identité. Un véhicule, c'est des dizaines, des vingtaines, peut-être cinquantaines de boîtiers qui composent un véhicule. J'ai des essuie-glaces, des Siemens, j'ai des radiateurs Valeo et tout ça. Et tout ça est interconnecté au sein de la plateforme. L'avantage d'une plateforme comme Memority, c'est qu'on va pouvoir modéliser chacun de ces objets. On a modélisé des comptes techniques, on a modélisé des employés, on a modélisé des partenaires. Moi, je vais pouvoir modéliser un essuie-glace. Je vais pouvoir modéliser un radiateur. Parce que chacun va avoir sa relation avec la voiture. Et du coup, à la fin, l'identité humaine client qui va vouloir utiliser le véhicule, on va pouvoir lui faire toute cette relation, définir tout ce modèle pour savoir qu'est-ce qu'il a le droit de faire en fonction de quel usage.
Et aujourd'hui, on est sur de la volumétrie, hein, plus de 80 millions d'objets du coup gérés au sein de la plateforme et permettant de répondre à tous ces enjeux. Bon, tout ça pour conclure hein, avec un message qui est en effet des plateformes IM. Il y en a, on a mis une petite vidéo de ce que nous on fait, mais il y en a d'autres. Hein, on n'est pas les seuls là-dessus. On pense être les meilleurs évidemment. Mais au-delà de ça, ces processus, on sait les déployer. On a préparé une démo si vous voulez voir justement pour répondre. Ah, tiens, comment je fais? Comment je crée une nouvelle typologie d'identité assez facilement? Est-ce que je peux rajouter un attribut, etc. Cette souplesse pour la matérialiser par rapport à une plateforme comme celle de Memority, voir des nouveaux typologies d'identité, un agent IA, qu'est-ce que ça veut dire, etc., etc. Et de comprendre finalement concrètement quels sont les bénéfices de cette approche de gestion d'identité, qu'est-ce que ça veut dire la délégation, etc. En tout cas, n'hésitez pas à passer nous voir. Le petit mot de la fin, c'est que nous, on en est convaincus, l'approche plateforme va gagner globalement le combat de l'IAM. C'est vraiment l'approche d'architecture, c'est l'approche de gouvernance qui va finalement prendre le dessus dans les futurs déploiements IAM. C'est celle qui va amener de la valeur aux métiers, aux parties prenantes. C'est celle qui va être capable de prendre en compte notamment les enjeux des identités non humaines. Nous, on est convaincus que les bénéfices vont bien au-delà des risques, des difficultés ou des challenges. Et du coup, nous, on vous engage vraiment à regarder dans vos futurs déploiements comment ma prochaine étape peut s'inscrire justement dans cette logique de plateforme. À vous de la définir, à vous de regarder cet ensemble cohérent. Mais nous, on en est convaincus, c'est vraiment l'approche qui va arriver dans les années qui viennent. Merci.